c'est magique d'être dans le sacrifice, c'est beau, enfin, tu vois. Moi, ça me parle beaucoup. Parce que, tu vois, quand je dis l'hypnose, la peur, c'est une hypnose. Donc les gens me disent, ouais, moi, je suis pas hypnotisable, nana. Mais si, en fait. C'est juste que t'es pas hypnotisable de spectacle. Hicham, on s'est rencontrés en 2017, donc ça date un peu. En 2018 d'ailleurs, on avait développé une conférence pour les entrepreneurs. C'est vrai. Et je me souviens qu'on nous avait mis en contact parce que tu voulais faire un site internet, un petit site internet. Et j'avais déjà commencé par t'engueuler. Parce que quand j'ai vu ton potentiel sur... tu étais à l'époque dans la thérapie. Ouais, dans l'hypnothérapie, moi j'ai commencé. Ouais. Voilà. Et je voyais tout ton potentiel. Et par rapport à ça, je t'ai tout de suite dit, non mais c'est pas possible, tu peux pas vouloir juste un petit site internet, quoi. Donc, entre-temps, on a cheminé, toi comme moi, auprès d'entrepreneurs. Ouais. Essentiellement. Ok. C'est vrai qu'à l'époque, moi, quand je t'ai rencontré, j'étais beaucoup plus dans la psychothérapie et notamment l'hypnothérapie. C'était quelque chose qui était, c'était mon axe en fait. C'était vraiment de passer par l'hypnose. Et je pense qu'on aura le temps de rediscuter pourquoi l'hypnose et d'où ça vient ce truc-là. Et effectivement, au début, je communiquais pas du tout. Et on m'a dit, il faut que tu parles avec Marie-Soie. Et c'est là en fait où on s'est rencontrés. Je t'avais dit il me faut un petit site internet et là tu m'as dit c'est pas possible. Donc c'est vrai que depuis 2017 on a fait pas mal de chemin. On a eu des expériences ensemble aussi et on fait un petit coucou à Hugo au Kosovo, tout à fait, notamment, et encore d'autres où ça soit à Orléans aussi pour les conférences, pour les laboratoires, les laboratoires santé. Pour la sclérose en plaques. Alors, je me souviens, sur une salle entière de conférences, t'étais capable, c'est ce qui fascine les gens et on va en parler un peu plus parce qu'il s'agit que d'un outil, de bloquer des médecins, les bras en l'air. Donc t'avais une salle entière avec des médecins qui étaient totalement bloqués, qui ne croyaient pas spécifiquement en l'hypnose. Toi-même, tu croyais pas spécialement pas en l'hypnose, mais en ce dont est capable l'inconscient d'une personne. Tu n'avais pas encore exploré tout ça. Et c'est vrai que je te voyais à cette époque-là faire tout ça. Et je pouvais pas m'imaginer que t'allais faire des petites cartes de visite, un petit site internet, faire des séances à 60 € l'heure, enfin, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça a commencé comme ça. J'imaginais, en fait, déjà la transformation que tu pouvais faire sur les entrepreneurs. D'ailleurs, on travaillait déjà avec des entrepreneurs à succès et d'autres qui voulaient démarrer. Et je me souviens que le combo était quand même assez détonnant. Ouais, là-dessus, je me rappelle qu'on a eu... il y avait effectivement ces entrepreneurs. C'était l'entrepreneuriat, ça n'avait pas pris autant qu'aujourd'hui. Parce que là, on remonte à 2017, on est en 2024, donc ça fait déjà un petit moment. Et c'était une petite niche. Je sais pas si tu te rappelles. Il y avait, c'est un peu. Et encore, toi, t'avais commencé beaucoup avant, en 2007, c'est ça ? Oui, je fais partie des dinosaures à tête de bébé, mais dinosaures tout de même. Et je me rappelle, tu m'avais présenté, et c'était à travers toi, Alexandre Cormon. Et du coup, tu avais déjà en fait accompagné pas mal d'entrepreneurs. Et moi, du coup, à travers toi, je suis rentré dans ce monde-là. Parce qu'avant, j'étais plus dans de la thérapie. Donc, ça m'a permis vraiment de bien comprendre en fait les problématiques et tout ça. Mais j'étais dans une phase où, j'allais dire, je cherchais beaucoup à comprendre comment ça fonctionnait. Et le fait de faire des séances de thérapie, d'hypnothérapie, ça a aiguisé un peu mon outil. Et au fur et à mesure, du coup, je me suis orienté naturellement vers les entrepreneurs, parce que ta clientèle, c'était beaucoup plus des entrepreneurs que du grand public, entre guillemets. Et toi, du coup, pour faire le lien avec le branding, toi, je me rappelle qu'au début, tu faisais beaucoup de graphisme. Et je me suis toujours... Et ce qui m'intéresse, c'est toujours ce lien entre le graphisme et le branding. Comment t'es passé de l'un à l'autre ? Alors, je ne suis pas tout à fait passée de l'un à l'autre.
C'est-à-dire que ma formation première, c'est le graphisme, mais je me suis tout de suite mis dans l'image de marque. Et quand je voyais les affiches pour les abribus que je faisais pour les marques, je me disais, mais parfois on me demandait de mettre la tête de quelqu'un sur le corps d'un autre. C'était bizarre. De déformer même les corps, parce que les gens ont l'habitude de voir sur des affiches tel ou tel type de corps, alors que c'est des corps qui parfois n'existent même pas. Et je me posais la question, je me disais, mais comment on peut émotionnellement se connecter aux gens qui vont regarder l'affiche en étant plus authentique? Et les réseaux sociaux n'existaient pas encore. Et un jour, c'est l'une des marques qui m'a marquée, c'est surtout Crocs. Ils m'ont demandé de travailler justement leur image parce que ils attiraient, et c'était leur avatar client de toute façon, des personnes pas spécifiquement épilées avec des chaussettes. En tout cas, c'était très provoquant, et même les collabs qu'ils faisaient, c'était très provoquant. Et ils voulaient travailler leur image. Donc Instagram, c'était les tout débuts. Et j'ai voulu découvrir comment fonctionnait Instagram. Et la meilleure plateforme pour tout ce qui était image de marque, c'était ça. C'était Mais du coup, Instagram. c'est lié à l'image directement. Et à la transformation de l'image? À l'image, travailler l'image perçue. C'est-à-dire qu'une marque qui vient me voir... C'est quoi la différence entre perçu? C'est quoi une image perçue et une image réelle, entre guillemets? Alors, une image réelle, ça veut rien dire, dans le sens où dès que tu as une image, il y a quelqu'un qui le regarde. Et chacun va le regarder avec son filtre, son vécu, son histoire. Par contre, quand tu crées une image, tu vas faire aussi, on parle d'inconscient, mais on va faire aussi avec les codes de l'inconscient de collectif. Donc évidemment, dans chaque pays, les choses diffèrent, suivant les couleurs, suivant la culture, mais il y a quand même des biais communs. Et donc, on va pas forcément employer les mêmes mots quand on veut toucher tel ou tel type de personne, et donc il y a une partie psychologique qui rentre en ligne de compte, et qui, moi, m'a passionnée. Parce que on disait très souvent que je faisais très psychologue. J'étais très dans l'aide d'ailleurs, moi aussi à l'époque. Même ado, je me souviens que le portable n'existait pas. Et il y avait des personnes de 45 ans qui téléphonaient à la maison en pleurs pour demander des conseils, sur leur couple, alors que j'avais 13 ans. À toi, ils te posaient la question? Oui. Ah d'accord. Et je les écoutais, j'adorais ça, en fait. Après, ça m'a longtemps éloignée de ma propre destinée, le fait d'aider. Et comme toi, c'est ce qui a fait que j'ai voulu m'élever aussi, tu vois, parce que je sentais que ma mission, c'était vraiment de mettre les autres en valeur, mettre les marques en valeur, et d'avoir une certaine forme de légèreté, justement, pour moi-même les accompagner à toucher l'avatar client dont ils rêvaient. Tu vois, quand j'entends mettre les autres en valeur, j'entends que moi, je suis dans l'ombre. J'ai été très longtemps dans l'ombre, mais je me sens très à l'aise dans l'ombre. Parce que du coup, c'est devenu une zone de confort? Oui et non. C'est-à-dire que je me sens pas mal dans la lumière. Juste, pour moi, c'est juste énergivore. Et si tu me demandes quel est le monde idéal pour moi, c'est d'être au milieu de nulle part, toute seule. J'aime les individus, j'aime les gens, j'ai du mal avec les groupes. Le bruit. Ça représente quoi pour toi, un groupe ou le bruit? Pour moi, c'est quelque chose d'agressif parce que justement, je n'arrive pas à percevoir. Ça me brouille en fait. Ça brouille ma perception du monde. Et pour moi, c'est très, très dérangeant en fait. Je me sens bien dans des lieux très calmes où je peux réfléchir et avoir mon esprit libre en fait. C'est marrant, quand tu me dis très calme, je me disais souvent le haut de gamme est calme. Oui, mais c'est ce qui m'a plu dans le haut de gamme en fait. Oui. Et tu vois, j'ai aussi travaillé pour des enseignes plus agroalimentaires. Et ils me demandaient parfois des affiches sur les promotions et c'était pas du tout mon univers. Et j'ai même mis du temps à comprendre pourquoi fallait faire des images moches quand c'était pas cher. Et j'arrivais pas à le faire au début. T'arrives pas à le faire parce que tu aimes le beau ou parce que... je connaissais pas les codes. D'accord. Et je confondais l'image haut de gamme d'un graphisme haut de gamme et d'une mise en place haut de gamme, et enfin voilà, avec
l'équilibre d'une image. Tu peux très bien faire du visuel un peu promotionnel, tout en gardant l'équilibre d'une image, etc. C'est juste des codes qui diffèrent et qui sont différents. Donc tu t'adaptes au code ? Je m'adaptais. Ok. Ouais. Mais quand tu parles de haut de gamme, c'est quoi le haut de gamme ? Alors, le haut de gamme, pour moi, c'est la qualité d'un produit, déjà avant tout, associé à la qualité d'un service client et associé à une écoute constante, même après la commande, en fait. Qu'il y a un après, même après, derrière. Donc, haut de gamme, ça veut dire que il y a vraiment une notion de bout en bout où c'est pas juste t'as fait un bout qui est très joli et derrière tu délivres pas, c'est on va tout au bout de la chaîne, quoi. Tout à fait. Donc, tout est haut de gamme, en fait, dans cette chaîne-là. Je te donne l'exemple. Quand tu achètes, par exemple, une voiture haut de gamme, tu vas avoir tendance, surtout si tu t'y connais pas en mécanique, à aller chez le concessionnaire, là où tu as acheté la voiture, parce que t'as pas envie de perdre de temps. Tu fais confiance et tu auras ta voiture assez rapidement réparée parce qu'ils ont tout comme il faut. La disponibilité, tout ça. Et t'as confiance et t'as la garantie aussi que le mec, il va savoir réparer ton truc parce que c'est lui qui a fabriqué ta voiture. Eh bien, quand t'es dans le haut de gamme, tu es prêt à payer le prix de cette tranquillité-là. On revient à la tranquillité. Pour moi, c'est vrai. Ouais, bon, ça, c'est une valeur. Tu vois, par exemple, j'ai déjà eu une facture de la part du concessionnaire haut de gamme. Plusieurs personnes de ma famille ont voulu regarder pour voir où je m'étais fait avoir. Sauf que moi, j'étais hypnotisée par le fait d'avoir eu un service haut de gamme, pas d'inquiétude, une tranquillité, et j'étais prêt à payer pour ça. Est-ce qu'on peut dire haut de gamme égale tranquillité, du coup ? Pour moi, oui. Okay. C'est une tranquillité, c'est une garantie de qualité, de prendre soin de la personne. Quand je me sens bien dans des univers où c'est du haut de gamme et pas spécifiquement luxe, mais haut de gamme. C'est quoi la différence que tu fais entre les deux ? Le luxe, pour moi, tu paies la marque avant tout, et après, éventuellement, la qualité du produit, et surtout aussi des coûts cachés, comme le service de contrefaçon qui peut coûter cher aussi. Tu peux payer les coûts de promotion publicitaire qui sont très importants. Et donc, ça va influer sur le prix du produit. Et après, suivant nos valeurs, on va pas forcément mettre le même prix ou pas choisir forcément du haut de gamme. Il y a des choses que j'aime commander chez Temu ou chez Shein, suivant ma zone de valeur. C'est-à-dire qu'il y a des domaines où, pour moi, c'est haut de gamme, c'est obligatoire. Et d'autres où la fantaisie... En fait. Complètement. Il y a des domaines où ça me dérange pas d'aller commander chez Temu parce que il y a de l'originalité. Pardon. Bah écoute, mais c'est quoi qui t'intéresse quand tu vois quelque chose ? Tu vois, on peut se dire, tu prends, allez, je vais faire simple, un grand couturier. Il y a tout un. Tu prends Chanel par exemple. On peut le considérer dans du luxe. Oui. Tu vas avoir tout un environnement. Et du coup, le grand écart avec Shein, c'est quoi du coup ? C'est que toi, tu considères que ça ne vaut pas le coup d'aller dans le luxe, ou qu'est-ce qui te fait choisir du Temu ou du Shein à un moment, tu vois ? C'est suivant sa valeur, je pense. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont adorer les voitures, qui vont mettre en effet l'argent sur la voiture, d'autres le sac à main, d'autres les chaussures, d'autres les pantalons, d'autres carrément le jogging, il faut que ce soit telle marque. Ça va vraiment être suivant tes valeurs, je pense. Y a des choses où c'est pas négociable, je vais aller directement dans du haut de gamme. Ou... Tu vois, quand j'arrive à Paris, je ne veux plus prendre le métro depuis des années. J'ai habité 20 ans à Paris. Les dernières années, c'était impossible pour moi de prendre le métro, quel que soit le chiffre d'affaires que je faisais. Donc tu vas chercher ce calme, cette tranquillité en fait avec le... mais tu vois, je me dis, comme tu accompagnes les entrepreneurs... En tant qu'entrepreneur, je vais me dire, mon produit, il est forcément haut de gamme, tu vois. Je fais quelque chose, c'est forcément haut de gamme. Tu as des gens qui n'ont pas de produit haut de gamme et qui pensent avoir un produit haut de gamme ? Oui. Ceux qui m'interpellent le plus, c'est ceux qui arrivent en disant, voilà, j'aimerais communiquer. Et je leur dis, ouais, pas de problème. Alors, t'es dans quoi ? Tu fais quoi ? Ah, moi, je voudrais être coach. Ok, tu veux pas travailler d'abord dans ton domaine et
expérimenter, apprendre, ce que tu disais, hein, le fait de passer à l'action, de devenir expert dans quelque chose, répéter, et devenir l'expert, donc devenir haut de gamme. Et ils veulent communiquer sur du rien. Ok, donc ça veut dire qu'il y a le côté où il y a rien, mais je communique quand même dessus. C'est ça. Mais et ça, ils pensent être haut de gamme, tu vois. Ils pensent être haut de gamme juste parce qu'ils ont décrété qu'ils étaient haut de gamme. Okay. Sauf que le haut de gamme, le vrai, c'est celui où ses propres clients disent que c'est du haut de gamme. Là, tu sais que tu as réussi à partir du moment où les clients parlent de toi. Ouais, donc ils n'ont pas cette étape-là. Eux, ils se autoproclamaient en fait haut de gamme. Voilà. Et tu peux pas t'autoproclamer haut de gamme. Tu te dis... c'est tes clients qui, en fait, te mettent dans cette case. Les principaux défauts que tu as quand tu récupères un client qui n'est pas haut de gamme, toi, tu vas chercher à le rendre haut de gamme? Pas spécifiquement. Okay. Non. En fait, je vais sélectionner le dossier suivant... Comment te dire? Une fois, il y a une personne qui me contacte et qui me dit... Oui, moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai pu augmenter de X euros mes chiffres, je me vends déjà à tel prix, on verra ce que tu pourras me proposer, peut-être que, mais j'ai déjà tout fait. Positionnement très particulier, pourquoi tu viens me contacter, je ne sais pas, mais on va voir ensemble. Je regarde son site et je le vois pas une seule fois parler de son prospect. C'est moi. Mon histoire, mon machin et tout. Eh bien, évidemment que je lui ai fait son audit parce que c'était ma promesse, mais que je n'ai pas eu envie de travailler pour lui. Il n'était pas prêt. Peut-être qu'il sera prêt, c'est même pas un jugement de valeur par rapport à lui. C'est juste que à partir du moment où il n'a pas envie de se poser la question de ce qu'attend son prospect, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que là, on ne sera pas sur la même base de communication. C'est comme si on avait 2 fréquences radio juste en parallèle. Je fais le lien avec ce que tu disais tout à l'heure et toi, ton identité, où tu t'es très tôt en fait connecté, tu sais te connecter aux gens et à leurs besoins. Et là, tu as quelqu'un qui se connecte à lui, quoi. C'est vraiment l'opposé. Tu as vraiment l'ego qui fait que mon produit est haut de gamme parce que j'ai décrété qu'il était, alors que tu peux tomber sur des gens qui font naturellement des très belles choses, du très beau haut de gamme, mais qui ne savent pas se vendre, en tout cas, à leur vraie valeur. C'est plutôt ça, en fait, les clients que j'ai actuellement et qui me font le plus vibrer, parce que ça a rapport avec mon parcours, tout simplement. C'était un parcours qui est handicapant? Non. On a tous. Ce qui m'amuse, c'est de voir ce que les gens voient comme faiblesse chez eux, alors qu'en fait, c'est ce qui les différencie des autres. Et quelles sont tes faiblesses, toi, du coup? Disons que depuis que je suis toute petite, je fais toute petite. Donc, d'ailleurs... C'est-à-dire que les gens te voient petit, du coup? Ils se disent t'es une gamine ou t'as pas d'expérience ou Oui. Ok. Dans les rencontres entrepreneurs, je laisse toujours les gens parler et puis après ils me demandent alors. Mais du coup, ça veut dire que c'est difficile pour toi d'être crédible? Puis maintenant, parce que j'ai complètement oublié mon physique. Mes frères font des blagues. Quand tu dis oublier, t'as accepté? Ou oublier. Tu t'en fiches? Alors j'ai oublié au point où c'est une anecdote que je raconte de temps en temps, mais une fois j'arrive à l'aéroport et il y a un gars qui vient me parler en me tutoyant déjà et en me disant elle est où ta mère? Dans ma tête je me dis mais pourquoi il me demande ça? J'ai oublié au point où je me demande. Et j'étais pas très bien lunée ce jour-là et je lui dis pourquoi elle est où la tienne, quoi. Enfin il s'est tellement... il a demandé même mon passeport derrière. Il te voyait pas adulte, en fait. Non. Et on a tous des combos, en fait. Le fait que je sois une femme aussi. Il y a des choses aussi qui peuvent être... Oui, parce que moi, dans mon parcours, la mère doit être mère au foyer, par exemple. Ça, c'est des croyances héritées. Croyance héritée de ma mère, tout à fait. Et pour être une femme respectable et aimée, il faut être à la maison, sinon t'es pas une bonne mère. Et j'ai hérité de ça. Ça c'est. Et ton père aussi, t'as de l'héritage? Oui. Tant qu'à faire. Une exigence
terrible. Mais c'est aussi ce qui a fait que j'ai été une machine pendant des années et c'est ce qui fait que je suis en place depuis 2007 aussi, tu vois. Après, comme je t'ai dit, j'ai réussi à lâcher prise aussi pour me concentrer sur ce que je voulais moi aussi. En tout cas, le client que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment celui qui fait de l'orfèvre. Il est conscient qu'il a une valeur, mais il se dévalue tout le temps. Et il est payé, entre guillemets, à la gratitude tellement il est dans sa zone de génie. C'est-à-dire qu'il fait pas d'effort pour délivrer. Les gens viennent naturellement à eux parce que ils ont décelé que la personne, elle avait un génie de fou là-dessus. Les gens viennent les dévaliser. Eux, ils sont contents de donner ce qu'ils ont à donner parce que pour eux, c'est valorisant, c'est gratifiant. Il y a une forme de sacrifice aussi, c'est magique d'être dans le sacrifice, c'est beau, enfin, tu vois. Moi, ça me parle beaucoup, parce que du coup, on en a parlé pendant longtemps, et là-dessus, tu m'as accompagné. C'est vrai que dans ce sens-là, des fois, tu fais parce que tu considères que tu donnes, et en récompense, tu reçois une espèce de forme d'amour qui est la personne, elle te reconnaît, l'estime, la valorisation, etc. Mais c'est pas pour autant que tu te vends. Oui. Tu es juste en train de te donner gratuitement et généralement ça attire pas forcément les bonnes personnes en soi. Il y a ça et tu vois par exemple j'avais un rendez-vous avec un prospect tout à l'heure qui sera une future cliente parce qu'elle a signé et je suis très contente de ce genre de profil. Elle m'a dit qu'elle avait accompagné des personnes. Au début elle l'a fait gratuitement et en effet elle a pas eu de considération. Et je lui ai raconté que lors d'une réunion avec une autre de mes clientes, son manteau était tombé par terre et c'était un manteau vraiment très très haut de gamme. Et elle m'a tout de suite dit non mais c'est pas grave, je l'ai pas payé, on s'en fout, c'est gratuit. Et moi, ce jour-là, ça m'avait fait un énorme flash. Je m'étais dit mais en fait, je suis ce manteau-là. Et j'ai raconté ça à cette personne-là. Et je lui dis c'est pas le prix que tu mets qui va faire la valeur, c'est le prix que l'autre va mettre. Et il va te voir à travers ça. D'où le perçu, en fait. Oui, la valeur perçue. Et évidemment que plus tu vas être cher, plus la personne va te voir de grande valeur. C'est pas pour ça qu'il faut décorréler, évidemment, le produit avec le prix. Il faut qu'il y ait un alignement qui est juste logique et naturel entre ta zone de génie, la valeur perçue, donc ça c'est tout ce qui est image de marque, et le prix. Il faut que les trois concordent, et si les trois concordent, t'as une espèce de logique qui se crée, et les gens, ils vont avoir qu'une envie, quand ils sont ton avatar client, de commander chez toi. Alors moi, je rebondis sur le mot valeur. Du coup, ça veut dire qu'il faut se connaître, à minima. Est-ce que pour toi, les gens... Moi, j'ai déjà ma réponse, mais du coup, tu fais de la psychologie pour que les gens se connaissent, ou en tout cas pour déceler leur valeur. Oui. Et c'est une partie que vraiment j'adore parce que de voir... Parce qu'encore, tu vois, voir une personne qui connaît pas encore sa zone de génie, limite, je me demande ce que je fous là, quoi. Tu vois, je me dis, c'est pas mon avatar client, je suis pas là pour ça. Par contre, quelqu'un qui connecte à sa zone de génie, je vois tout de suite comment elle peut se positionner, mais en effet, ça passe par une conscientisation de sa propre valeur. Si elle n'est pas consciente de valoir quelque chose, t'as beau tout faire, la personne, elle va se dévaluer tout le temps. Oui. Parfois, pour me vendre à l'époque, je pouvais baisser le prix ou offrir des choses pour être sûre d'être digne d'intérêt de la personne, et c'était mon argument de vente. Alors qu'en fait, mon argument de vente, c'est quoi ? C'est moi. Oui. C'est-à-dire que les personnes, ils viennent chez Marie-Soie parce que c'est Marie-Soie. Et j'ai pas honte de le dire. Pourquoi ? Parce que c'est mes clients qui le disent, c'est pas moi. C'est ça, donc c'est pas toi. Tu vois, c'est pas moi. Tu vois, donc je me sens pas... et c'est vrai que quand j'étudie ça avec le client, je lui montre à quel endroit il y a sa valeur, et tout d'un coup, ça crée une connexion très logique. Et ils savent après leurs offres exactement ce qu'ils peuvent offrir par rapport à leur concept. Ils savent exactement quel prix mettre. Et il y a toute la psychologie de quel prix mettre à son offre, comment travailler aussi la valeur perçue et comment mettre en valeur surtout.
ta zone de génie. Et comment on fait pour travailler sur la valeur perçue? C'est-à-dire que moi, je peux avoir mon image de mon produit, mais le client peut avoir une autre image du produit. Souvent, tu vois, par exemple, t'as le gars qui va développer un produit, on va dire un téléphone, il va te dire, j'ai passé toute ma vie dessus, c'est mon bébé, c'est mon truc, c'est le meilleur truc qui existe. Et en vrai, bah, c'est sa vision à lui, quoi. Bah justement, c'est là où j'ai envie de te dire que c'est le client qui décide si tu es haut de gamme, et c'est pareil, le client qui décide la vision. Tu vois, il y a pas mal de clients au départ qui peuvent être réfractaires en disant mais attends, ils comprennent rien, c'est des cons. Et tu te dis ah c'est bizarre parce que c'est quand même 1000 cons d'un coup qui ont le même avis sur ton produit. C'est un peu con. Oui, voilà, tu vois. Donc à partir du moment où les gens vous disent quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Donc soit c'est pas ton avatar client, donc ça peut tout à fait arriver, mais ça c'est toi qui as mal ciblé. Soit c'est ton avatar client et à ce moment-là, bah, t'as mal positionné ton produit. Okay. Donc tu travailles sur le positionnement aussi. Principalement c'est le positionnement de marque. Oui, tu me diras le fait de mettre en haut de gamme c'est un positionnement de marque. C'est le fait qu'il soit haut de gamme, c'est une conséquence. Donc c'est pas forcément quelque chose. Parce que moi, quand j'entends haut de gamme, tout de suite, t'as les yeux qui brillent, tu vois, tu te dis haut de gamme, etc. Donc ça attire, donc ça naturellement, donc et ça renvoie la position. Le truc, c'est est-ce que je suis haut de gamme ou pas, tu vois. Mais les standards haut de gamme, finalement, quand tu le définis, c'est pas haut de gamme parce que c'est beau. Non, en fait, le haut de gamme, c'est comment je traite mon client. Est-ce que c'est ça qui doit être haut de gamme, en fait, que ce soit du produit avant d'acheter. Tu vois, il y en a, ils vendent quelque chose. Et ils donnent rien au client une fois qu'il a acheté, parce qu'ils s'en moquent, une fois que c'est vendu, c'est vendu. Donc ils vont prendre leur temps, etc. Par exemple, dans les codes du haut de gamme, c'est très important quand la personne elle vient de payer, de lui offrir quelque chose tout de suite. Okay. C'est un biais qui est hyper important. Et c'est vraiment le haut de gamme, c'est pas toi qui est haut de gamme, on n'est pas dans l'ego. C'est ton produit et comment tu traites ton client, et le lien entre tout ça. Oui. Et j'entends dans ton discours, il y a une notion aussi de respecter le client. Tu vois, dans le sens où on vous accompagne dans le haut de gamme, mais tout est fait pour que toi, tu sois bien, tranquille dans ta tête, et t'as rien à penser, et il y a que des moments de bonheur, entre guillemets. Il n'y a pas de moment où il y a une surprise comme tu peux avoir dans un entrée de gamme, où, par exemple, je sais pas moi, t'as pris un truc qui est entrée de gamme et tu t'appelles le service client, ils répondent pas, mais on va te dire c'est normal, t'as payé 2 €, qu'est-ce que tu veux de plus, quoi. Mais tu peux l'accepter. Ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que quand je commande chez Temu, le truc il arrive, il a une gueule pas terrible, bah, c'est du Temu, tu le sais en fait. Et s'il est génial, et bah écoute, tu te dis waouh. Mais du coup, ça veut dire que dans le positionnement prix, si je prends une très grande marque, je sais que je vais payer très cher, mais je sais que si j'ai le moindre problème, je suis tranquille. Oui. Donc j'ai une espèce d'assurance qu'il n'y aura pas de problème, et si jamais il y en a un, ça sera couvert. T'as même des garanties, hein. T'as même des garanties sur les sacs à main. Enfin, je veux dire, à partir d'un certain montant, oui. Oui. Et ça veut dire que si c'est cheap entre guillemets, c'est le jeu. On est plus dans la quantité. Oui. Et bah tu recommandes et puis c'est tout, quoi. Et d'ailleurs, t'as des gens au départ quand ils venaient me voir, ils me disaient ah bah génial, je vais avoir beaucoup plus de clients avec ton travail. Je dis, mais là, t'as pas compris en fait pourquoi on travaille. Peut-être que t'auras plus de clients parce que ça va attirer et qu'il y a beaucoup de clients dans ta gamme qui seraient intéressés parce que t'es bien positionné. On n'est pas sur la quantité, on est plus sur la qualité. T'as tout compris. Ouais. C'est exactement ça. Et ce qui m'intéresse en fait dans le changement de gamme, on va dire, de mon client, c'est qu'il n'accède pas que à un changement de gamme pour son produit ou pour lui-même. C'est pour ce qu'il a à offrir au monde. C'est aussi pour ce qu'il a à offrir dans sa qualité de vie. Parce que, évidemment qu'il y aura un prix qui sera corrélé au produit, à sa zone de génie, à la valeur perçue, tout ça, tout aligné. Ce qui fait qu'il sera payé beaucoup plus à l'heure et que de ce fait, tu peux être beaucoup plus disponible pour tes clients et tu seras beaucoup moins débordé aussi. Donc, le fameux équilibre dont tu parles, c'est-à-dire avoir du temps pour sa famille, avoir du temps pour les loisirs, avoir le temps pour du sport, avoir le temps même de réfléchir à ce que tu disais, qui je suis, qu'est-ce que je veux, à quoi ma boîte... Toujours aligné, pas aligné, faire la mise à jour.
C'est exactement. Puis qu'on peut changer, comme tu dis. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, j'avais pas la même vision qu'aujourd'hui. Mais j'entends presque dans ce haut de gamme, je prends soin de mon client. C'est exactement ça. C'est même pas en fait, en conséquence, ça me fait prendre soin de moi, mais c'est une conséquence. Tout comme l'argent est une conséquence. Parce que souvent, tu vois, haut de gamme, on se dit, waouh, c'est bling bling. Et en vrai, toi, ce que tu dis, c'est plus profond que ça. C'est pas bling bling, c'est je prends soin de toi. Et le côté bling bling, c'est juste parce que ta perception, en tout cas, fait que aujourd'hui, tu n'arrives pas, t'as pas compris en fait ce que c'est que le haut de gamme. Pour toi, c'est juste, tu vois, c'est un peu. Je l'ai vu sur un influenceur, donc je le veux, et du coup c'est un t-shirt haut de gamme. Non, en fait, on n'est pas là-dessus. On est sur le fait que quand tu vas avoir un packaging pour le t-shirt, tu vas avoir un petit film sur le t-shirt. Tout est soigné pour être du haut de gamme. Et aussi, tu peux faire des erreurs, mais tu es en progression constante. C'est-à-dire que tu es transparent avec le client, et si jamais à un moment tu as un pet sur quelque chose, bah tu feras tout pour prendre soin du client. En fait, c'est un état d'esprit. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui me plaît. Et de se dire que tu peux accompagner le client à lui-même devenir haut de gamme, quelque part, c'est perpétuer une sorte de philosophie. Regarde quand tu vas dans un hôtel haut de gamme, t'es traité d'une manière différente. T'as plus envie d'aller dans un bas de gamme après derrière, parce que t'as été traité d'une certaine manière, et c'est le traitement qui compte. Ouais. Et du coup, ça me renvoie à une image de qui je suis en me disant, bah, je suis respecté, en tout cas, on prend soin de moi et je paye pour ça. Oui. Et effectivement, c'est l'image que tu me renvoies à travers le produit qui fait qu'elle est en adéquation avec qui je suis. J'imagine, tu vois, c'est un peu comme ceux qui te disent, moi, je ne peux pas prendre autre chose qu'un taxi club affaires. T'en as, ils vont prendre des Hitch, d'autres qui vont prendre des Uber et tout ça. Donc tout est possible. Et c'est ce que je dis souvent, d'ailleurs, pour le coaching, c'est que pour aller de Paris à Charles de Gaulle Étoile pour prendre l'avion, c'est la même route. Par contre, le fait de prendre un taxi club affaires ou une limousine, c'est pas la même chose que de prendre un Uber ou un Hitch. Mais par contre, tu vas le faire en fonction de qui tu es. Et cette image perçue fait que le taxi, le club affaires, je vais payer plus cher. Mais par contre, je sais qu'il est là à l'heure. Je sais qu'il va tout faire, en tout cas, pour me déposer à l'heure, et que le voyage sera confortable, et que s'il y a la moindre chose, je vais être satisfait. Uber, malheureusement, des fois, je l'appelle, il vient pas, ou des fois, il décommande, ou des fois, il me plante. Donc, c'est un risque à prendre, mais le prix n'est pas le même. Alors, même si au début, ils donnaient des bonbons et une bouteille d'eau, ce qu'ils ont arrêté de faire, parce que du coup, c'est pas du haut de gamme, en fait, et il faut juste rester dans sa gamme, c'est un risque que tu prends. Et en fait, la compensation qu'on te demande, c'est justement combien tu es prêt à payer pour ne plus avoir ces soucis-là. C'est la tranquillité dont tu parlais. Mais je réfléchissais la dernière fois, je me disais, mais c'est vrai qu'un ticket de métro comparé aux 30 € que j'ai pu payer pour aller d'un point A à un point B dans Paris, puis pour aller dans un rendez-vous en banlieue, évidemment que c'est 10 fois plus cher. Tu vois ? Mais techniquement, normalement, tu devrais avoir 10 fois moins d'emmerde. C'est un peu ça. Mais entre les odeurs, mais après ça peut bien se passer dans le métro. Mais t'es sujet à avoir des embrouilles. Est-ce que tu sors ton ordi dans le métro pour pouvoir... voilà. Non, c'est sûr. Tu vois, c'est pas juste... tu vois, c'est souvent les gens qui prennent une classe business en avion. On te montre le côté bling bling, mais le gars qui en a vraiment besoin pour son business, ce temps-là, il le prend pas pour juste faire des photos et montrer à tout le monde qu'il est en business. Il le prend parce que il sait qu'il va gagner du temps et qu'il ne perd pas ce temps-là. Ce que tu parlais sur le repos de la machine, c'est exactement ça. Après, tu vois, il y a une période de ma vie, je faisais le tour de France des meilleurs produits culinaires. Donc je passais mon temps à manger. Donc huile d'olive. Je me souviens d'une fois, on est allé chez un producteur de viande. Donc il y avait les vaches dans le jardin, il vivait chez sa maman et il nous a accueillis pour manger de la viande. Et c'est la première fois que j'ai mangé certaines viandes, mais complètement saignantes, alors que normalement c'est des viandes qu'on n'a pas le droit de manger saignant. Tellement c'était du haut de gamme en fait. Et le produit est haut de gamme en soi. Et c'est ce que je mets en classe haut de gamme, si tu veux. Tu vois, on a fait tout le tour des meilleurs ouvriers de France.
Et pourtant, c'est censé être du terroir et du cash, c'est-à-dire que la viande, tu l'as mangée, il n'y avait pas spécifiquement de sauce. Il n'y avait pas besoin de grand-chose, de rajouter en tout cas. Voilà, c'est le produit qui faisait l'affaire en fait. Tu vois. Et pour moi, ça c'est du haut de gamme. Et qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui a envie de venir te voir en fait? Comment, j'allais dire, cette sélection, elle se fait comment du coup pour toi? Alors jusqu'à maintenant, ça a été un peu comme toi, du bouche à oreille. Après, j'ai eu une période où j'ai fait des webinaires. Ça m'a entraînée, j'ai énormément appris, mais je suis pas constante là-dessus parce que j'aime pas, tout simplement. J'ai dû en faire 3-4. Mais en fait, le fait de mettre ma famille de côté le dimanche, ça me débectait. Okay. C'était trop de souffrance pour moi, j'avais pas du tout envie de vivre ça. Donc ça, j'ai arrêté, mais j'ai gardé des contacts avec les personnes en question qui s'étaient intéressées au sujet parce que c'est mon sujet de prédilection et que j'aime énormément, c'est comment se vendre à sa vraie valeur, puisque c'est mon parcours aussi. Donc ça me permet de comprendre un peu mieux ce type de profil. Et puis, intervention dans les conférences. Là, je fais un peu plus de soirées entrepreneurs. Après, évidemment, que je suis obligée d'après de me mettre dans des lieux hyper calmes. Parce que quand j'ai vu beaucoup de monde et que je me suis imprégnée de beaucoup d'univers, j'ai besoin de calme après, derrière. Donc, ça veut dire que tu as ce côté plutôt introverti où pour te ressourcer, il faut que tu sois seule. Oui. Mais tu peux te mettre avec les gens pour justement te connecter, en tout cas à leurs besoins. Et tu te rappelles, tout à l'heure, je te disais que la connexion, elle se fait à travers les émotions. Et notamment, toi, tu as beaucoup d'empathie aussi, du coup, pour les gens. Tu comprends très facilement ce qui leur manque, entre guillemets, ou ce qu'ils ont besoin. Oui. Et comment tu fonctionnes avec les gens qui te disent... un peu comme moi qui pouvait me dire tiens je veux de l'hypnose, moi j'arrive, Marie, mon offre elle est à 100, je veux que tu me la mettes à 400. Eh bien justement je vais voir de mon côté s'il s'intéresse à son prospect, c'est la première base, c'est la première étape. Ou à son ego. Ouais, enfin... Dis-moi s'il fait son ego, t'as compris que c'est pas forcément ton avatar. Après... Je ne fiche pas la personne par rapport à là où elle en est quand elle vient me voir non plus. C'est-à-dire qu'en une seule discussion, tu peux avoir des choses qui sautent dans sa tête. Tout est une question d'intention. Okay. Et si elle a l'intention de réellement s'intéresser à son prospect, là, tu peux vraiment faire des miracles. Par contre, si la personne ne s'intéresse en effet que à sa petite personne... je vois pas comment elle peut développer quelque chose et je vois pas comment moi j'arriverais à me connecter à elle en fait. C'est presque... Tu sais, t'as des gens, ils disent j'arrive pas à me lier à tel ou tel type de personne, c'est presque physique. Voilà, moi c'est pas physique, c'est niveau de l'âme, je sais pas comment expliquer. Ouais, t'as une connexion ou pas Ouais. T'as des gens, je me dis, ils sont pas tout à fait mûrs pour bosser là-dessus en fait. Mais les gens savent qu'ils sont pas assez chers entre guillemets ou comment ils... Oui. Alors le repère c'est vraiment ça et c'est ça qui me fait comprendre aussi qu'ils sont pas forcément dans l'ego et dans le côté mégalo. C'est que s'ils savent qu'ils savent qu'ils ne se font pas payer assez cher, c'est que leur produit la plupart du temps est haut de gamme. D'accord. Ah, c'est un bon indicateur. Ah oui. Ok. Si ils savent de leur côté qu'ils sont sous-payés, c'est souvent ils font des dingueries derrière. Ils délivrent, ouais. Souvent c'est des choses magnifiques. C'est juste qu'il y a un souci d'estime d'eux-mêmes. Ils ont pas envie, ils ont peur de se vendre. Ils arrivent pas à s'évaluer. Ils se rendent pas compte de la valeur qu'ils ont parce qu'ils sont tellement dans une zone de génie, tellement génie, j'ai envie de dire. Ils se préoccupent pas de ça en fait. C'est ouais. L'argent pour eux, ils savent que c'est un problème, mais c'est pas grave. Ils donnent un max et puis et en fait, je comprends dans la logique, c'est que plus tu donnes, plus du coup tu prends soin de l'autre parce que tu donnes. Après, tu vois, indirectement, je suis en train de me dire, si tu donnes trop, ça peut être dangereux aussi, des fois, où tu peux inonder ton client parce que tu vois, des fois, par exemple, je prends dans le cas du coaching, tu peux faire un coaching d'1 heure, 1h30, 2 heures, 3 heures, mais il y a un moment, il faut savoir s'arrêter parce que la personne doit digérer. Et sature. Ouais. Mais si t'es pas connecté à l'autre en te disant bah tiens c'est suffisant, tu peux continuer à délivrer parce que tu aimes délivrer. Et je me disais
Ce qui se passe, l'avantage que j'ai, c'est que j'aime prendre mon temps, moi. Okay. Donc, les gens qui veulent aller vite, c'est moi qui freine peut-être un peu parfois. Parce que j'ai l'impression qu'on va passer à côté de l'essentiel si on fait ça. C'est-à-dire qu'on va aller droit dans le mur, j'ai l'impression qu'on va droit dans le mur ensemble, en fait. Par contre, si je vois que la personne elle a besoin de temps, comme je m'identifie beaucoup à quelqu'un qui a besoin de temps pour bien peaufiner les choses. Et attention, quand je dis besoin de temps, c'est pas besoin de temps avant de passer à l'action. C'est besoin de temps pour digérer ce dont tu parles. C'est-à-dire qu'entre-temps, elle peut faire toutes les actions du monde, se tromper, se recorriger, comprendre, se confronter à son avatar client. Enfin, tout ça, c'est des actions. C'est plus, si elle me demande le temps, je le comprendrai tout de suite. Et même moi, ça m'apaisera et ça me permettra encore mieux de recevoir là où elle a envie d'aller. Par contre, si je sens que c'est de la peur, tout dépend le moteur. Par exemple, j'ai eu une personne qui me disait je veux pas, comme ton client, je veux pas être dans la lumière, mais en même temps je le veux, et puis en même temps je veux pas, et puis en même temps je le veux. Et du coup, il y a un indicateur pour toi là. Tu vois qu'il y a quelque chose qui est... Voilà, je lui ai dit en gros, si ton concept c'est d'être dans l'ombre parce que ça te fait fantasmer, et parce que c'est ton profil, et que tu veux construire un personnage, et que c'est toi, et que t'es réservé, il y a pas de problème, moi je suis la première à comprendre ça. Par contre, si tu fais ce choix-là de te cacher derrière des avatars, derrière des dessins, derrière des machins, alors que t'as envie de te montrer, mais parce que t'as peur, à ce moment-là, c'est qu'on n'est pas au bon endroit par rapport à ton intention. Et c'est ça mon curseur. D'accord. Et là, j'ai vu que c'était de la peur, typique. Ouais. Donc là, je dis, bon là, pour le coup, c'est pas possible. Donc si c'est de la peur, tu sens que... tu te dis quoi ? Tu dis qu'il a un travail à faire, en tout cas, ou elle a un travail à faire là-dessus avant ou Ouais. Parce que du coup, ça me parle, parce que je pense qu'elle s'auto-sabotera à un moment, en fait, où elle n'avancera pas. Oui. Parce qu'il y a un désalignement, il y a quelque chose, en tout cas, qui freine. Alors, j'ai une partie psychologie, mais je suis pas dans la psychologie, ni l'accompagnement des blocages psychologiques non plus. Après, il est très ciblé. Mon accompagnement, il est vraiment sur se donner la valeur qu'on a, en fait, tout simplement. C'est pas se fabriquer une valeur qu'on n'a pas. Donc, je pars de l'essence même de l'individu. Après, si elle a des blocages qui sont trop importants et que c'est une personne qui, quand même, est un homme ou une femme d'affaires qui a su aller loin, c'est une personne que je serais susceptible de te recommander comme on faisait à un moment donné où tu vois, je voyais un blocage, je dis voilà, c'est pour moi... Moi, je pense que c'est... Et c'est vrai, je me souviens qu'il y a eu pas mal de monde comme ça, où il y a eu que tu m'avais envoyé. Donc, tu as ce filtre-là, à un moment, de dire, c'est pas mon domaine. Là, on n'est plus dans le marketing, on n'est plus dans le truc, on est vraiment dans le psychologique, et que les gens s'attendent pas à ce que tu leur fasses des séances en disant... Parce que naturellement, quand les gens vont s'ouvrir à toi pour parler de leurs valeurs, ça va ouvrir quelque chose de psychologique, et les gens peuvent ils peuvent s'attacher à toi parce que tu les comprends. Alors, par le passé, j'ai eu ça. Maintenant, je mets des limites qui sont quand même assez saines. Et ça me permet justement d'avoir cette liberté de les recadrer, tout simplement. Pour eux-mêmes. Pas que pour moi, c'est un tout. Il y a des choses où, en effet, il faut pas les laisser dépasser parce que, comme tu dis, c'est leur donner l'occasion de se trouver des excuses pour pas se confronter à eux-mêmes et avancer et grandir. Donc, à partir de là, souvent, on dit que... c'est quoi l'expression, là une main de fer dans un gant de velours. Voilà. Souvent, on dit que je suis un peu comme ça. C'est-à-dire que quand je suis animée par une émotion de quelque chose qui me touche ou m'énerve, vraiment, je vais confronter la personne et je vais vraiment pas prendre de gants et ça va sortir tout seul. Okay. Et là, la personne, en général, elle va se dire « ok, mais elle a raison. » donc tu peux être très calme, et à un moment, ça peut monter parce qu'il y a quelque chose chez toi qui a bougé, en fait. En fait, comme il faut que j'ai quand même des résultats chez mes clients, c'est important pour moi parce que, comme je te disais, c'est les résultats de mes clients qui font ma vitrine. Donc, si ça bouge pas, moi, il faut quand même que je tape dans la fourmilière aussi pour faire avancer la chose. D'accord. Dans l'intérêt de la personne, et aussi parce qu'elle est venue me voir pour me demander de l'aide, et pas pour se plaindre. Oui. Donc, si je vois que ça tourne en boucle,
assez rapidement, c'est soit on stoppe, soit on avance, parce que là, c'est pas possible, quoi. Et t'as des gens qui ont déchanté, en fait, en venant te voir, en se disant, ils ont le meilleur produit, leur machin, et tu recadres, du coup, ces gens-là, ou J'en ai pas eu. D'accord. Non. Bah, en fait, s'ils venaient me voir, quand même, c'est à un moment donné où ils se sont retrouvés bloqués. Ok. Donc, ils savent qu'ils doivent développer toute cette partie-là et qu'ils l'avaient négligée jusqu'à maintenant. Donc, ils sont prêts à tout entendre. Parce que j'arrive à un moment critique, il y a une douleur qui est importante. Et les gens vont se vendre à leur vraie valeur. Est-ce que ça veut dire par défaut que si tu te vends à ta vraie valeur, tu te vendras plus cher ? Si tu es dans ta zone de génie, oui. J'estime qu'on a tous une zone de génie, qu'on peut la développer au fur et à mesure des années, et en expérimentant. Et ça veut dire que c'est les gens qui sous-estiment des fois, qui n'osent pas en tout cas se vendre à leur vraie valeur, juste valeur en tout cas. Et c'est des gens qui vont sous-estimer, qui vont se voir petits, ou comme tu disais, ils ont le génie, mais ils n'ont pas vu que ça se monétise aussi à travers la valeur perçue. Oui. Et d'accord. C'est là où j'ai vu que c'était l'un de mes avatars clients favoris, quoi. Et t'as un exemple de client où ça a un impact sur son chiffre d'affaires ou Oui. Okay. Oui. Je me suis amusée à calculer, et c'est comme ça que j'ai compris ma vraie valeur aussi. Parce que c'était ma coach finance qui m'avait demandé de regarder ça, parce que je me voyais petite, justement. Je me faisais pas payer à ma juste valeur, et j'avais la gratitude à chaque fois des entrepreneurs émérites ou entrepreneurs à succès ou marques. Ils m'encensaient. Et c'est vrai que je crevais la dalle. Et ça me faisait... Franchement, au bout d'un moment, ça me saoulait. C'est marrant parce qu'il y a une double lecture. C'est-à-dire que d'un côté, tu avais les remerciements qui... nourrissait mon amour. Nourrissait, voilà, l'amour de Marie d'une certaine version. Ouais. Et t'as l'autre version qui disait, ouais, mais bon, ça te fait pas manger, quoi. C'est exactement ça. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a un moment, t'as dû galérer financièrement pour comprendre que... Tu vois, ce décalage de tu donnes, et t'as l'impression que tu te dis, mais pourquoi je suis pas là où je devrais être, quoi. Ah bah, c'est même aller très loin, parce que quels que soient les domaines de ma vie, j'ai vu qu'il y avait de l'abus partout. Mais parce que moi, je me suis positionnée en open bar, open buffet, c'est bon. Le point commun, c'est toi. Mais voilà, le dénominateur commun dans tout ça, c'est moi. Donc c'était mon positionnement. Et quand tu posais la question, quand moi je me posais la question à moi-même, je me disais, mais qu'est-ce qui a fait que cette personne-là s'est permise de venir prendre, alors que j'avais quand même discrètement dit non. Du moins, t'avais cru avoir dit non, mais l'autre l'a pas entendu en fait. Je l'avais dit, mais franchement, de façon un peu détournée, pour pas vexer, pour pas machin, pour pas être frontal, pour pas, tu vois. Il y avait un positionnement un peu comme ça. Et au bout d'un moment, donc cette coach finance me dit, est-ce que tu peux calculer ce que ça a apporté à chacun de tes clients et que t'additionnes tout ça. On est arrivé à un chiffre de ouf. Entre toutes les marques, tu vois. Donc là, tu as pu percevoir, matérialiser ta plus-value, en fait. C'est exactement ça. Et en fait, je me suis aperçue qu'en moyenne, c'était 50%, le chiffre en moyenne. Et t'as des gens, c'était 90%. Ils partaient vraiment de bas. Ou des marques, tu vois. Minimum, c'était 15, 20, 20% sur des chiffres qui étaient énormes, puisque c'était des grosses boîtes. Et t'imagines des fois, parce que du coup c'est lié à une croyance des fois quand tu veux pas augmenter ton prix, parce que si jamais j'augmente mon prix, le client il va se barrer. Oui, alors qu'en fait c'est pas ton avatar client que t'as en face. Ouais. Je te donne un exemple, il y a une de mes clientes là tout à l'heure qui m'appelle et qui me dit j'ai lancé la pub, ça marche pas du tout, je crois que je vais jeter l'éponge et tout. Je lui dis mais comment t'as ciblé ta pub en fait ? J'ai pas ciblé du tout, j'ai mis au plus large. Du moins elle a ciblé large quoi. C'est pas ciblé. Ouais. Tu pisses dans un violon, je suis désolée. Il y avait rien qui se passait. Et justement, les gens ont peur de cibler, ont peur de se nicher, ont peur de se différencier. Parce qu'il y a peur de perdre. Non. C'est plus la peur du rejet, je crois. Aussi. L'envie de ressembler aux autres. La plupart des gens ont tendance à regarder ce qui marche pour le copier, mais ils se retrouvent dans le passé, d'après moi. C'est comme les gens qui vendent des formations pour pouvoir faire la même chose que la personne vient de faire. Mais le marché, il a eu le temps de changer, le timing a eu le temps de changer. Donc tu vends des solutions d'hier. Ouais, donc t'es décalé. Voilà. Alors que si tu pars de toi, de ce qui te différencie des autres, tout en comprenant le mécanisme
de ce qui a fonctionné. Parce qu'en vrai, il y a le fond et la forme. C'est dur quelque part de te dire... moi, j'ai eu ce problème, tu vois, par exemple, de me dire... Mon avatar, déjà pour définir mon avatar, c'est compliqué. Je sais pas si tu te souviens, à la base, c'est moi je veux aider tout le monde. Oui, donc c'est pour ça que quand tu dis cette nana, je la comprends parce que du coup, tu as envie d'aider tout le monde. Et en vrai, quand t'aides tout le monde, t'aides personne. Mais même on me l'a dit 40 fois, je comprenais pas. Et de sélectionner par exemple les entrepreneurs, c'était difficile de dire non aux autres. Mais même dans les entrepreneurs, en vrai, l'avatar, il est trop grand. Non, mais c'est immense. Tu vois, c'est immense. Et en fait, c'est à l'infini. Tu vois, plus tu vas être niché, plus tu vas être dans la bonne fréquence. Et la fréquence, c'est une fréquence, c'est pas 50 fréquences. Dans les entrepreneurs, il y a du monde. Hein. Si je devais te donner une astuce pour aider pour cette partie-là, déjà, je pense qu'il y a une étude psycho-comportementale. C'est-à-dire que t'imagines un avatar client, un seul gars ou une seule fille, comment il se comporte, qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit, quelles sont ses frustrations, etc. Ça, c'est des questions qui sont très importantes pour pouvoir cibler comment tu dois parler à ton client, en fait. Oui. Et une fois que tu as fait ça, de nicher, c'est quand même ça qui va faire que tu seras l'expert de quelque chose. Tu peux être la star de ta niche, entre guillemets. Alors que si tu es généraliste, bah, tu vas être noyé dans un océan immense, tu vois. Au lieu d'être... il vaut mieux être dans un petit bocal, entre guillemets, parce que c'est une forme de zone de confort, parce que ça deviendra ta zone de confort, qui est ta zone d'expertise. Oui. Mais tu vois, cet avatar client, pour moi, il est en miroir avec qui tu es à cet instant-là. Tu vois, dans le sens où des fois, tu peux avoir ton avatar, tu vas la définir par rapport aux gens que tu peux aider. Mais en vrai, c'est que tu es dans un processus de développement. Quand tu aides ces gens-là, tu t'aides aussi à avoir... Tu vois, par exemple, au début, jamais de la vie, je me suis dit que j'allais pouvoir accompagner des gens qui faisaient 10 millions, 15 millions, 50 millions, 100 millions d'euros, tu vois. Parce que je me disais... Moi, je les ai pas. Comment je peux aider ces gens-là, tu vois? Et il y avait un décalage, tu vois. C'est le même principe que le coach sportif. Celui qui entraîne Serena Williams, c'est pas mais il n'a pas les titres. Il n'est pas Serena Williams. Par contre, il sait prendre le meilleur et faire en sorte que Serena Williams est Serena Williams. Parce qu'il est expert dans son domaine à lui. Mais tu vois, cette notion de, au fur et à mesure, une fois que tu as entraîné Serena Williams, bah, tu rentres dans une autre catégorie et tu peux aider tous les gens qui sont un peu dans le même ordre. Donc, tu vois, il y a des paliers qui font que, bah, au début, tu aides un entrepreneur qui gagne 100 000 euros par an. T'es assez confort. Mais le jour où on te dit, bah, tiens, lui, il en gagne 10. Waouh! Alors que, pour autant, la problématique va être la même. Mais la perception que j'ai de celui qui fait 10 ou 100 me dit, il faut que je me loupe moins. Et en regardant comme ça, je me bride. Alors que, comme l'histoire du taxi, c'est la même route. Il faut pas avoir peur du chemin, en fait. C'est le même chemin, c'est juste que je dois m'adapter à la personne que j'ai en face de moi avec un vocabulaire qui peut être différent des fois, quoi. Ouais, le vocabulaire est différent, les intentions sont pas forcément les mêmes. La manière de parler est différente, hein. Bien sûr. Des fois, indirectement, quelqu'un qui est à un certain niveau, tu dois être beaucoup plus cash qu'avec quelqu'un qui est tout en bas et qui démarre et avec lequel tu essaies d'être gentil. Et au fur et à mesure, tu vois, dans mon parcours, j'ai remarqué, au début, j'étais très, 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 très gentil. Oui. Et aujourd'hui, les gens, ils me disent, c'est chaud ce que tu dis, quoi. Et je dis, ouais, mais en vérité, tant que ça t'a pas marqué dans ta tête, tu n'avances pas. Donc des fois, il faut utiliser les bons mots et pour que ça marque et qu'on se dise, et quand je dis marquer la personne, c'est marquer l'inconscient pour mettre un warning. Et plus t'es direct et cash, mais il faut que ça soit posé au bon moment. C'est une question d'intelligence émotionnelle. Tu vois, si tu poses le truc au bon moment à la bonne personne, c'est ça qui fait que. Oui. Après, je dirais pas qu'il y a une adaptation réelle à faire, c'est plus une connexion intelligente et de ce que tu ressens. On est le miroir de l'autre. Évidemment que si t'es complètement avaché face à moi, au bout d'un moment, je vais m'avachir aussi, tu vois. On a un mimétisme, on est des êtres sociaux. Enfin, c'est pas moi qui vais te l'apprendre, enfin, tu vois. Et le côté là ça me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les gens ont besoin à un moment d'une prise de conscience pour se dire, tiens, c'est vraiment ça que je donne comme image. Et des fois, je pense que toi, tu peux leur dire, tu te vois comme ça, mais ton potentiel, il est là, en fait. Et de faire ce move-là, tu as besoin de quelqu'un d'extérieur pour le faire.
Après, t'as aussi des personnes qui, comme tu disais, se racontent, qui sont à un certain niveau alors qu'ils le sont pas. Le fameux fake it and make it. Ouais. Et ça, pour moi, c'est un fléau. Parce que si t'as pas l'honnêteté de regarder de là où tu en es, tu peux pas faire le chemin vers l'endroit où tu voudrais être. Et tu peux pas le calculer, en fait, tout simplement. Et ça, c'est un vrai fléau, mine de rien, parce que ça empêche des entrepreneurs qui pourraient être bons d'avancer. Et je pense qu'en psychologie, c'est la même chose. Mais... ça me fait penser, tu sais, souvent la visualisation dans tout ce qui est lié à l'inconscient. Des fois, tu as les affirmations, je suis la personne la plus forte et tout. Et les gens ils me disent, pour toi, ça marche ou pas ? Je dis, ça marche si ton conscient et ton inconscient sont réglés. Mais je veux dire, si ton conscient dit, je suis le plus beau, je suis le plus beau, je suis le plus beau, tu penses que t'es le plus moche, tu penses que t'es le plus moche, c'est mort. Ça marche pas. Mais les gens se disent, bah, je vais lire l'affirmation et c'est bon. Non, ça sert à rien. 90% de toi, c'est de l'inconscient. Donc, je veux dire, quand t'as dit je suis beau, il faut que ton inconscient, tu vois, il a pas besoin d'aller très loin. Lui, il dit un dixième de ça que t'as flingué ton je suis beau, ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment que les gens prennent conscience de qui ils sont, de leurs valeurs et tout ça. Donc, c'est là où j'aime bien là dans ton travail, c'est qu'il y a vraiment une partie psychologique. Et je pense que tous les gens qui performent à un certain niveau dans leur domaine sont malgré tout des psychologues, que tu le veuilles ou non. J'ai cru que tu allais dire des psychopathes. Non. Je me suis dit, ça y est, Hicham est allumé. Non, tu vois, c'est ton interprétation, c'est ta valeur perçue, mais moi, j'ai pas dit ça. Non, des psychologues, parce que tu es obligé de travailler avec l'humain et de comprendre les émotions et de leur donner ce qu'ils ont besoin en fait, à ce moment-là, tu vois. Ce qui est marrant, c'est que je dois comprendre ce qu'ils ne disent pas. Oui. C'est-à-dire, ils vont me dire quelque chose... c'est un petit peu comme tu disais l'autre jour, quand quelqu'un dit tous les 5 secondes je m'en bats les steaks. En vrai, il s'en bat pas les steaks. Plus il le dit, moins il s'en bat. Il le dit à haute voix en fait pour se convaincre qu'il s'en bat les steaks. Mais... Comme je suis beau, c'est pareil. C'est exactement ça. Donc et tu vois, ça c'est un point intéressant parce que souvent on oublie que quand tu dis quelque chose, il y a son opposé qui existe. Il y a toujours, moi tu vois par exemple dans ma philosophie, dans le coaching, quand tu me dis quelque chose, je vois la dualité. Tu me dis, je suis beau, qu'est-ce qui est moche, c'est toi. Tu vois, et ça va systématiquement. Je veux ça, qu'est-ce qui te manque ? Et en fait, moi, le but, c'est d'avoir une image qui soit, j'allais dire, équilibrée, tu vois, non polarisée, genre, tiens, j'ai regardé que ce côté-là et je suis dans le fantasy world. Là, du coup, c'est irréel. Et comme je peux être dans le dark et c'est irréel, il faut trouver cet équilibre-là. Et t'as besoin des deux côtés, mais souvent, les gens regardent qu'un seul versant et pas les deux. Donc, ça crée des désordres, mine de rien, parce que j'avais été accompagnée aussi par une personne qui faisait beaucoup de coaching. Et en effet, c'est une force mindset hyper forte, tu vois. Une personnalité très très forte. Et tu sentais bien que... Comment dire ? Que c'était son dialogue de ce qu'elle se racontait qui devait compter et le dialogue interne de l'inconscient n'avait pas sa place. Oui. Ce qui fait que, en effet, ça faisait passer à l'action, que t'étais jamais dans la victimisation, que tu regardais tout d'un œil où tu prenais jamais les choses pour toi. C'est génial. T'avances, c'est super, t'es responsable de tout. C'est bien. Par contre, de l'autre côté, tu t'aperçois que la solution que tu as trouvée là, ça devient le problème. Parce qu'en effet, si tu prends pas les choses pour toi, par exemple, ça fait que tu vas accepter aussi peut-être n'importe quoi quand quelqu'un a un mauvais comportement juste parce que tu sais qu'il l'a pas fait contre toi, c'est ça. Par exemple. Et donc je pense que d'avoir cet équilibre, de comprendre que parfois on a été victime de quelque chose, mais on peut changer les choses et on peut très bien ne plus être victime demain parce qu'on a compris qu'on a été victime à un moment donné, mais on l'est pas éternellement. C'est une chose qui te permet d'avancer dans la continuité sur un équilibre. Plutôt que de se raconter qu'à un moment donné, on est responsable de tout, y compris de se faire agresser dans la rue quand on est sorti. Non, enfin, il y a des circonstances aussi, des attitudes aussi, parce que quand on se voit petit, ça peut jouer aussi, évidemment. Mais c'est pas pour ça que on doit être, comme tu dis, avec des affirmations qui te font déformer la réalité pour avoir un truc polarisé que d'un côté. Et tu décales ton problème.
Ouais, voilà. La solution devient le problème de plus tard. C'est ça. C'est ça. Tu te mens, en fait. Ouais. Donc, au bout d'un moment, ton inconscient, il te le dit que tu te mens. Ouais. Et ça, je l'ai vécu, ça. Et ça, Ouais. c'est le temps de réaligner, en tout cas, tout ça. Mais il y a besoin d'aller se chercher. Ce que j'aime bien dans cette partie marketing que tu as, c'est vraiment le côté humain. Le côté connexion, de comprendre et tout ça. Et ça me fait penser que c'était un peu l'origine de Entrepreneurs Puissants. Tout à fait. Donc, je pense qu'il est temps de faire la mise à jour. Comment les personnes peuvent te retrouver, communiquer avec toi, éventuellement se présenter à toi avec leur profil d'entrepreneur avancé Alors moi, essentiellement, je réponds à la question sur Instagram, on va me retrouver, et aussi sur LinkedIn, on va me retrouver aussi, et sur le site internet Hicham Akadam, c'est assez simple, on tape Hicham Akadam et vous allez trouver sur Google, il n'y en a pas beaucoup. Et je voulais te remercier également pour ce moment en fait de partage, parce que du coup comme d'habitude, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble et du coup pour moi travailler avec toi, ça a toujours été enrichissant. Donc je te remercie pour ça. Et tu m'as mis un peu dans cette lignée là à découvrir les entrepreneurs. Donc je te remercie pour ça. Et ensuite c'est de continuer ensemble à travailler ensemble. Et pour toi, où c'est qu'on peut te contacter? Je fais une parenthèse pour te remercier aussi à mon tour. Parce que pour le temps, oui, mais tout de même. Tu es une personne clé dans ma vie. Tu m'as énormément aidée. Pas en thérapie, je précise. Dans mon parcours entrepreneurial. À voir qui j'étais, à voir que j'avais peut-être éventuellement un axe qui était intéressant et qui avait sa raison d'être. Voilà. Merci. Donc merci à toi, Hicham. Merci beaucoup. Et on te voit où? On va où? On te retrouve sur... On te retrouve sur Instagram, okay. Évidemment, sur LinkedIn aussi, si vous voulez. J'en profite aussi pour, en bas de la vidéo, j'en profiterai pour vous offrir aussi le passage à QLRR, puisque c'est sur le même sujet. Excellent. Comment se vendre à sa vraie valeur. Et j'aborde un peu tous ces points-là de façon plus... formatrice, on va dire. Conférence, voilà. Très bien. Du coup, tu as mis une vidéo. Moi, j'ai une vidéo qui est très bien. Il suffit de cliquer sur mon profil. C'est justement, ça parle des 35 000 décisions qu'on a par jour. Ouais. Et je vous invite à aller la regarder parce que cette formation-là, elle vous explique comment ça marche dans notre cerveau et comment vous pouvez optimiser votre vie pour avoir ce que vous voulez. Donc, on la remettra en description. C'est une super idée. Ouais, top. Merci. Merci, Hicham.